Parfait. Donc, bienvenue tous à cette introduction à la sûreté de l'IA. La sûreté de l'IA, c'est un domaine donc qui est en essor, où on en parle de plus en plus, où récemment dans les médias, il y a eu une lettre ouverte qui a fait pas mal parler d'elle. Et c'est un domaine où il y a beaucoup d'acteurs. Cette carte ici présente euh, une 80 centaine d'acteurs, selon que ce soit des chercheurs indépendants, des entreprises qui font de la recherche, des entreprises qui font de la gouvernance, des organisations caritatives qui vont donner des fonds pour faire cette recherche. Et donc, c'est un domaine où, pour comprendre un peu les enjeux, je fais cette présentation avec d'abord une introduction à la sûreté. Euh, qu'est-ce qui est compris et qu'est-ce qui n'est pas compris dans la sûreté? Généralement, ça va être assez large. Euh, Et puis, les catégories de risques principales. Donc, quand on parle d'IA et de sûreté, c'est parce qu'on est en train de considérer certaines choses qui pourraient mal se passer et qu'on est en train de considérer comment est-ce qu'on va gérer ces risques, quelles approches est-ce qu'on a, parce que gérer les risques, c'est aussi permettre des développements et des meilleures solutions. Finalement, donc les grandes approches pour réduire les risques sur 4 axes. Au fur et à mesure de cette présentation, il y aura pas mal de scénarios, pas mal d'idées. Donc, on aura quelques moments pour des interactions, pour que je puisse vous demander est-ce que vous êtes d'accord avec telle ou telle idée, est-ce que il y a des clarifications qu'on peut apporter, etc. Je commence avec quelques avertissements. Quand on est en train de discuter du futur de l'humanité, on est en train de discuter, en gros, est-ce que la civilisation, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va faire des progrès scientifiques ou est-ce qu'il va y avoir des catastrophes? Donc, on en parle aujourd'hui. Les risques existentiels, c'est les risques que l'humanité entière se fasse anéantir dans, par exemple, les décennies à venir. Ça peut nous affecter dans notre vivant. Et on est en train de regarder, calculer à quel point est-ce probable, à quel point est-ce qu'on peut mitiger ces risques-là. Il y a aussi un peu de discussion sur les risques de souffrance, en ce que aujourd'hui on a un monde qui est imparfait, et on peut imaginer que la direction s'empire dans cette direction-là. Donc notamment si on parle d'exploitation animale, si on a un monde qui va encore plus dans ce sens-là, euh, c'est aussi des risques qu'on voudra mitiger. Donc l'épistémologie c'est important, puisque c'est un domaine où il y a pas mal d'experts, ou pas mal de les pensées vont assez en profondeur. Donc, si vous avez seulement des arguments à premiers abords, euh, vous pouvez ne pas tout comprendre. Et donc, je recommande de ne pas faire trop confiance, mais d'aller chercher les arguments, d'aller chercher à comprendre les modèles. Et notamment, donc, si j'explique des choses avec lesquelles vous vous dites que j'ai loupé une étape de mon argumentation, je vous encourage à lever la main, pour qu'on puisse en parler. Euh, Comme il y a un déroulé assez étape par étape dans la présentation, vous pouvez m'arrêter entre chaque grande étape. Il y aura un moment pour les questions sur cette partie-là. Quand on est en train de planifier sur le futur, agir de façon robustement bénéfique requiert de la prudence, c'est-à-dire que euh, même si les enjeux sont très grands, on a envie d'être cautionneux sur notre façon d'approcher les choses. Ok. C'est quoi la sûreté de l'IA? Euh, Est-ce qu'on parle... Donc déjà, l'IA, c'est l'intelligence artificielle. C'est tout système, qu'on va coder en informatique, ou qui va être calculé par un ordinateur, qui permet de prendre des décisions, qui permet de réfléchir, de faire de la science, par exemple, ou d'automatiser des tâches. Donc l'IA, c'est extrêmement vaste. Historiquement, ça a été appliqué domaine par domaine. Mais aujourd'hui, on est en train d'avoir des IA qui peuvent, un même système informatique peut gérer un nombre de domaines plus grand. Donc, il y a des chatbots qui peuvent réfléchir, enfin, qui peuvent donner des réponses factuelles, enfin, avec de l'information, qui est souvent juste sur beaucoup de domaines. Et donc,
Il y a des risques associés au fait d'automatiser des parties de notre société. Il y a des risques au fait de faire confiance à des systèmes qu'on ne comprend pas entièrement. Et il y a des risques au fait d'avoir des systèmes qui sont de plus en plus puissants. Là où historiquement la technologie n'est pas autonome, il y a toujours un humain qui peut arrêter ou pas cette technologie. Quand on crée des technologies de plus en plus autonomes, il y a des risques de type nouveau qui apparaissent. Donc, on va pouvoir les maîtriser, les contrôler, augmenter la probabilité d'emprunter une trajectoire sûre. C'est que si on ne peut pas vraiment prédire le futur, on peut au moins se dire, bah, pour naviguer ce futur, il y a des approches où on a plus d'informations. Donc, on va choisir d'abord de privilégier, d'acquérir de l'information pour avancer avec de l'anticipation. Imaginez par exemple ce que ça va être de maîtriser les risques de pandémie. En vrai, il y a des gens qui avaient anticipé que les pandémies ça existe il n'y a pas beaucoup d'applications qui avaient été faites, ou du moins peut-être pas assez par rapport au Covid qu'on a eu. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'anticiper des risques IA liés à l'IA, et on se dirait que cette fois-ci, ça serait bien de se préparer. On va pas juste être contre le développement de l'IA, puisque automatiser ou accélérer la science, ça nous permet de résoudre des problèmes qu'on a concrètement, ça nous permet d'avancer sur un monde qui a peut-être plus de justice, qui a peut-être moins de souffrance, moins de maladies. Et puis ces deux images-là, à gauche, on a HAL 9000 de l'Odyssée de l'espace. C'est un truc qui est tiré de la science-fiction, et je pense que c'est important d'en parler dès le début, puisque l'intelligence artificielle générale, ça a d'abord été introduit en science-fiction, et donc il y a toujours un biais à se dire, est-ce que la présentation dont je parle aujourd'hui, c'est de la science-fiction, et est-ce que les raisonnements dont on fait aujourd'hui sont tirés de la science-fiction? On a aujourd'hui des systèmes qui commencent à pouvoir avoir les comportements de cette IA et qui les reproduisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est dans le réel qu'on mesure certaines des choses que je vais vous présenter. Une IA qui parle à des humains et qui interagit euh, avec ses buts plutôt que ceux de l'humain. Donc c'est peut-être à éviter. L'image de droite, quel futur est-ce qu'on veut? Non contractuel, je suis pas sûr que vous voulez ce futur-là en particulier. Donc il y a aussi une idée de quand on va utiliser l'intelligence artificielle, quand on va avoir un développement technologique, qu'est-ce que la société veut et qu'est-ce que chacun de vous veut. Il y a un intérêt à avoir une communication citoyenne et un débat citoyen sur le futur dans lequel on se dirige, pour contraster avec un futur qui serait seulement dirigé par les personnes qui contrôlent ces intelligences artificielles. Pourquoi est-ce que c'est important? En général, pourquoi c'est important aujourd'hui? Quand ChatGPT est sorti, il a acquis 100 millions d'utilisateurs en quelques mois, donc qui est la plus grosse croissance de n'importe quelle technologie, à ce qu'on sache. Et si on a vraiment une intelligence qui peut apprendre sur le monde, prendre des décisions de façon autonome, on peut considérer ça, au moins schématiquement, comme l'équivalent d'une nouvelle espèce. Une espèce qui pourrait réfléchir plus rapidement que nous, qui pourrait se reproduire plus rapidement que nous. Et donc, ça nous... ça peut contraster quand même, ça nous peut déjà nous poser des idées de l'importance que ça a, puisque quand l'espèce humaine est apparue sur Terre et qu'elle a démontré pour la première fois une intelligence supérieure aux autres, des capacités en tout cas à résoudre des problèmes supérieurs aux autres, elle a profondément changé l'écosystème terrestre et a amené à l'extinction de la plupart des autres. Donc par défaut, ce n'est pas anodin, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses si on ne maîtrise pas l'introduction d'une nouvelle espèce. La productivité, et puis si on a 100 millions d'utilisateurs sur ChatGPT, c'est qu'un système intelligent, il peut agir, on peut le déployer en parallèle, et il peut agir comme 100 millions de personnes à la fois. Ok. Pourquoi l'IA c'est important? Parce que les risques, on en a aujourd'hui locaux, donc quand dans ton usage personnel avec une IA, si une IA est en train de conduire une voiture, si une IA est en train de faire des opérations médicales. Mais on a aussi des risques qui peuvent être catastrophiques à partir du moment où les IA sont intégrés dans des systèmes, soit dans l'économie plus globale. Des risques existentiels, c'est donc des risques est-ce que l'IA peut amener l'extinction de l'humanité, de toute vie sur Terre, de toute vie dans notre espace local, euh, et on va justifier plus tard en quoi est-ce qu'il y a des risques, en quoi c'est possible,
et est-ce qu'ils sont probables? Dans tous les domaines, l'IA, c'est évidemment informatique. Pourtant, une IA qui est en train de contrôler la robotique ou une IA qui fait des commandes sur Internet, elle affecte bien le monde physique, et donc faut en être conscient. Ce graphe qui est en bas, c'est un graphe des... Alors, sur le temps, ici, ça a commencé en avril 2020 à peu près. C'est un site, c'est un marché de prédiction qui dit quand est-ce qu'on aura une IA générale assez puissante. Et au début, on pensait que l'IA générale assez puissante arriverait en 2050 en moyenne. Et au fur et à mesure du temps, ça a varié. Il n'y avait pas eu trop de progrès, pas eu trop d'informations. Mais dans les dernières années, le pronostic a vraiment baissé jusqu'à arriver à l'IA générale en 2033, soit dans un peu moins de 10 ans. On est maintenant à des pronostics on risque d'avoir une intelligence qui peut réfléchir, raisonner, activer de la robotique. Alors, les critères de cette question-là sont des IA qui passent le test de Turing de manière compétitive, c'est-à-dire un humain qui chercherait à piéger l'IA ne se rendrait pas compte que c'est une IA, mais croirait que c'est un humain. Que c'est une IA qui peut contrôler la robotique, automatiser, faire de la recherche. Donc, aujourd'hui, 2032, prédiction de l'agrégation de gens qui font ces prédictions-là. Finalement, c'est un domaine important, c'est aussi un domaine négligé, j'en parle puisqu'on a une conférence sur l'altruisme efficace. Aujourd'hui, on estime qu'il y a peut-être l'équivalent de 400 personnes à plein temps qui font de la recherche, que peut-être 100 millions d'euros sont investis à améliorer l'état de l'art en sûreté de l'IA, contre peut-être 100 milliards qui sont investis à améliorer les capacités de pointe de ces IA, les entraîner plus fortes, plus compétentes, plus autonomes, plus rapides. Donc un ratio de 1 sur 1000. Pourtant, on commence à voir des manifestations des risques et c'est tractable. Il y a bien des choses à faire en sûreté de l'IA. Si on avait plus d'argent qui est investi en sûreté de l'IA, on est assez certain qu'on augmenterait vite la sûreté des systèmes actuels. Qui prend au sérieux la sûreté de l'IA aujourd'hui? D'abord, je veux m'appuyer sur le fait que, avant de vous parler de tous les experts qui en parlent, il y a des modèles qui sont publiés. Vous pouvez vous-même investiguer. Est-ce que ces papiers font sens? Donc, le premier, Is Power Seeking AI an Existential Risk? Mais 6 étapes pour lesquelles une IA pourrait être un risque existentiel. Et pour chacune de ces étapes, quantifie probabilistiquement quels sont les risques que ça arrive, cette étape, puis l'étape d'après, puis l'étape d'après. Donc, il n'y a pas besoin de faire confiance à des gens. Vous pouvez vous-même faire votre estimation et faire vos estimations bout par bout. Euh, mais quand même, du coup, pour mentionner ces experts, on en est où? euh, Sur cette troisième ligne, il y a une lettre ouverte Post Giant AI Experiments. C'est une lettre ouverte qui dit que clairement, aujourd'hui, on est en train de développer des modèles d'IA de plus en plus grands, alors qu'on ne les comprend pas, alors qu'on n'a pas jaugé de leur dangerosité, et qui dit qu'une pause serait utile à nous donner plus de temps pour analyser ces systèmes et améliorer l'état de l'art de la sûreté. Cette lettre ouverte est signée par à la fois des grands experts et le grand public commence à se sentir concerné et à facilement se dire oui, on aimerait un meilleur niveau de sûreté. Tous les trois grands laboratoires qui travaillent sur les IA, qui sont à l'état de l'art pour développer des IA autonomes, aussi prennent en compte le fait que l'IA peut être un risque existentiel, que s'ils ne font pas attention, elle pourrait exterminer l'entièreté de l'humanité. Un chercheur normal en IA, c'est-à-dire les personnes qui ne travaillent pas sur la sûreté, mais juste qui développent des applications de machine learning, le chercheur médian dit qu'il y a 10% de risque d'extinction lié à l'IA. Donc là où on est relativement certain qu'il y a des chemins qui nous amènent à l'extinction, ceux où il n'y a pas consensus, c'est quelle est leur probabilité? Est-ce qu'on est en train de se diriger vers les chemins les plus dangereux ou pas? Et à quel point est-ce qu'on va pouvoir se réorienter? C'était la sûreté de l'IA. Déjà, est-ce qu'il y a une interjection, un commentaire, une question sur cette partie? Généralement, il y a
un intérêt à analyser si les acteurs avaient un autre enjeu stratégique à faire des appels à la sûreté, etc. Peut-être pour limiter la concurrence, des choses comme ça. Donc d'un côté, il y a des gens qui vont dire la lettre ouverte, elle est là pour donner de la hype sur les IA et en fait faire augmenter la valorisation. Si Elon Musk la signe personnellement, alors qu'il est en train de monter un nouveau lab personnel à lui qui s'appelle X.AGI, peut-être qu'il a un intérêt aussi à ce type. Euh, le contre-argument principal qui existe, c'est que généralement, les constructeurs d'une technologie, ceux qui veulent vous la vendre, ne sont pas ceux qui sont en train de dire qu'elle va vous tuer. Or, aujourd'hui, ce sont les labs les plus à la pointe qui ont le plus dit qu'elle est dangereuse, et ce sont les labs qui sont en retard qui n'admettent pas les risques. Donc il y a c'est un enjeu qui existe, mais il est pondéré par le fait que des acteurs qui ont des intérêts à ne pas parler des risques sont pourtant en train de le faire. Notamment la lettre ouverte est signée par des ingénieurs de DeepMind. Alors, les 100 millions d'utilisateurs, euh, c'est pour justifier que l'IA peut opérer en parallèle et opérer sur beaucoup de personnes en même temps. Donc en fait, toi, une personne à la fois, tu ne peux avoir qu'une conversation à la fois. Et donc même si on te rend plus intelligent, ça augmente pas forcément ton niveau d'influence tant que ça. Alors que GPT-3, c'est le modèle derrière ChatGPT, quand on l'entraîne à GPT-4, pour un investissement donné, pour une augmentation, tout d'un coup, on parle à 100 millions de gens. Et surtout, on le fait en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ont assez de serveurs pour faire tourner les conversations en parallèle. Alors pas sur les 100 millions en même temps, mais peut-être 1 million en même temps, peut-être 100 000. Et ça sous-entend que le même modèle, avec sa capacité de raisonnement, peut être en train de raisonner sur 100 000 problèmes à la fois. Et c'est plutôt ça l'importance de se dire, les IA, on peut les copier à l'infini. Donc, si notre état de l'art, c'est une IA qui a à peu près un niveau d'un humain, mais sans éducation scientifique, bon, ça change. Même si on a beaucoup, ça change pas grand-chose. Mais et quand un humain il passe d'une éducation à un niveau d'éducation plus grand, ça change pas grand-chose sur l'économie globale. Mais quand on passe tout d'un coup il y avait 10 000 humains, l'équivalent de 10 000 humains qui n'avaient pas de compétences à faire de la science, puis du jour au lendemain, il y en a 10 000 qui sont en train de faire de la recherche en biosécurité ou de développer des armes pandémiques, ben, on sait que ça accélère énormément du jour au lendemain certaines recherches scientifiques. Donc c'est plutôt ça le risque, que pour un niveau de développement, enfin un niveau de compétences intellectuelles donné, l'impact sur la société est très grand très rapidement. Alors, les catégories de risques principales, entre l'usage malicieux, quand il y a des gens qui veulent faire, qui n'ont pas les intérêts de la société en joue. Quelques détails du coup sur ces catégories. Les accidents, c'est on n'avait pas voulu, on n'a pas essayé de causer du tort à la société, mais quand même il y en a qui ont été causés. Les risques systémiques, c'est peut-être qu'il y a même pas de torts qui sont causés actuellement, mais à cause de l'implémentation de l'IA dans l'économie, il y a des dégradations à l'écosystème. Et la dernière catégorie de risques, ce qu'on appelle les S-risques, les risques de très mauvais futur, les risques liés à la souffrance. Donc je détaille les risques liés à l'usage malicieux. L'IA augmente les capacités de certains acteurs à faire du cybercrime par exemple. Là où avant, fallait écrire à la main des mails de phishing, ou alors ils ont tous le même format, ils se font bien détecter par des filtres à spam bot. Aujourd'hui, chaque mail peut être personnalisé. Chaque mail peut utiliser le nom de ta personne, enfin le nom de quelqu'un autour de toi. Et par exemple, le voice clone scam kidnapping, on a aussi des IA qui peuvent reproduire la voix fidèlement, la voix de quelqu'un. Donc il suffit que un membre de votre famille a été enregistré dans une vidéo en ligne. Et sa voix est là. On peut enregistrer sa voix et on peut appliquer sa voix à un message qui dit j'ai été kidnappé, j'ai besoin d'1 million d'euros pour m'en sortir. Ça a déjà été fait. Donc aujourd'hui, il y a des attaques où on est en train d'envoyer des deepfakes sur la voix pour faire du phishing. C'est automatisable, ça peut être fait de façon massive. Euh, et c'est parmi les choses où il faut faire attention à ce que parfois c'est plus facile d'attaquer que de défendre contre ce genre de choses. Donc
donner des IA génératives puissantes à tout le monde peut en général augmenter le nombre de crimes qui se fait si on n'a pas des défenses appropriées au niveau de l'attaque. Une deuxième capacité, c'est que les IA sont aujourd'hui assez compétentes en code et donc rendent plus accessible l'accès à faire du code pour de la cyberattaque. Et tout simplement générer du spam, générer du marketing. C'est déjà en train d'être fait. Deuxième catégorie, guerre cyber inter-États. Les États peuvent plus facilement influencer d'autres États. Donc, il y a eu beaucoup d'influence lors des élections américaines de la Russie envers les US, notamment par l'infiltration sur les réseaux sociaux, des bots qui parlaient et qui faisaient comme si c'était des humains. Et donc, ça encore, c'est plus facile de faire ça. Et le niveau maximum aussi, c'est pas juste que c'est moins cher, mais que c'est beaucoup plus convaincant. La manipulation de masse. Alors, les IA, ça aussi, donc il y a les IA génératives qui vont parler, qui vont générer du texte. Il y a aussi les algorithmes qui aujourd'hui sont en train de décider de quel contenu est affiché à qui et qui permet de promouvoir certains contenus, qui permet d'orienter des avis politiques. Donc c'est une catégorie de risque. L'IA c'est une technologie qui permet de l'espionnage, du surveil et de contrôle de la population à un degré plus important que jamais avant dans l'histoire. Parce que elle permet de faire de la transcription de texte automatique, permet de faire de la reconnaissance de visage automatique. On peut traquer les gens partout. On peut, à partir des transcriptions automatiques de ce qu'ils ont dit, vérifier s'il y a des mots-clés. Et en fait, même sans les mots-clés, une IA est capable de voir à partir de la structure et faire des classifications même beaucoup plus intelligentes sur s'il y a du comportement qui pourrait être considéré nocif par un État. Et donc, à partir du moment où on a un État totalitaire qui met en place ces outils, là où historiquement peut-être qu'il y avait une chance de sortir de cet État totalitaire, aujourd'hui, un État totalitaire qui a des outils encore plus puissants a des chances de maintenir son contrôle. Finalement, la catégorie terrorisme, l'IA génératif peut écrire du code, peut donner des recettes pour des armes bioterroristes et rend plus facile l'accès à de la planification sur tous ces domaines. Le terrorisme est historiquement limité par la capacité, l'ingéniosité des terroristes eux-mêmes et donc leur facilité l'accès à de la planification, enfin une intelligence qui les aiderait, va généralement empirer l'état du monde actuel puisqu'on n'est pas... Il y a un certain nombre de failles dans le monde actuel qui ne sont pas exploitées par les terroristes seulement juste parce qu'ils n'y pensent pas. Et c'est tant mieux comme ça. Deuxième cas d'usage, usage malicieux. C'est un exemple qui est apparu dans les 2 dernières semaines. On a des gens qui sont en train d'écrire des agents, c'est-à-dire une IA qui a un but et qui essaye d'optimiser pour ce but. Une IA, on pourrait lui dire, s'il te plaît, crée-moi un site de marketing, fais des recherches autonomes pour savoir comment faire ça. Elle le fait. Et il y a quelqu'un qui, du coup, récemment a donné à une IA le but de détruire l'humanité. Elle n'a pas réussi parce qu'on n'est pas à ce niveau-là de compétence. Tant mieux. Mais du coup, on a une preuve juste d'existence que des gens vont essayer en fait de donner des buts nuisibles aux IA et que donc le danger va dépendre de la compétence de l'IA à atteindre son objectif, à raisonner, à se cacher, à prendre de l'influence au fur et à mesure. Donc là où aujourd'hui ce n'est pas un problème, on a un intérêt à monitorer est-ce que l'IA réussit avec du cybercrime à acquérir des ressources monétaires, réussit à manipuler des utilisateurs. Les armes biochimiques, c'est si vraiment elle a le but de détruire l'humanité, on pense qu'aujourd'hui c'est une des manières les plus efficaces de faire du dégât à haute échelle. Et puis la capacité d'autres applications, c'est que même si l'utilisateur de base, il se rend compte, moi j'ai fait ça pour faire joujou, je pensais pas qu'elle allait vraiment détruire l'humanité ou essayer. Aujourd'hui, les IA sont quand même dans leur plan, elles génèrent des plans où
elles essayent de se répliquer. Donc c'est déjà quelque chose qu'on fait. Donc on peut voir les logs de quels sont les plans générés par ces IA-là. Elles essayent de se sauvegarder, de se répliquer, de gagner en compétences. C'est juste qu'elles n'y arrivent pas encore. Quelque chose qui font qu'aujourd'hui l'usage, c'est pas si grave. Euh, Juste la compétence, mais aussi le fait que le niveau de compétence maximale des IA est seulement atteint par certains laboratoires, comme OpenAI, DeepMind, Anthropic, et qu'ils ne donnent pas accès à l'IA directement, mais elle est accès derrière une API, c'est-à-dire qu'ils peuvent couper l'accès et empêcher en fait le fonctionnement de ces agents-là. Donc à partir du moment où ils gardent un contrôle et une surveillent de ce qui se passe, ils ont quand même le contrôle dessus. Ça soulève le warning. Faut faire attention à ne pas rendre plus accessible. Donc là où aujourd'hui on a cette protection qu'on pourrait stopper l'IA parce qu'elle ne peut pas se répliquer, elle doit toujours se connecter à un serveur. Si plus tard ces IA peuvent tourner sur un téléphone, sur n'importe quel bout d'ordinateur, on va avoir du mal à les arrêter. Deuxième catégorie principale, les accidents. Je fais un point technique rapide sur les manières dont on fait les IA puissantes aujourd'hui, sans entrer dans le détail. Faut pas, pour ceux qui ne savent pas, il faut pas imaginer qu'on est en train de les programmer avec des règles strictes et qu'on sait ce qu'on fait. Les IA les plus compétentes comme ChatGPT sont des choses configurables dans lesquelles on essaye d'explorer. Donc, on leur donne beaucoup de data en entrée et il y a un algorithme qui leur permet d'essayer de comprendre les données, d'essayer de les répliquer. Et puis, quand on fait cette magie-là, en sortie, on a des IA qui, avec en plus des entraînements spécifiques, arrivent à répondre à nos questions comme ChatGPT. Ce comportement-là, il est émergent dans le sens où on l'a entraîné à juste prédire du texte et en fait, il peut nous répondre en langage naturel sur à peu près tous les domaines. Il n'y a pas de garantie de fonctionnement. On ne sait pas à l'avance, quand on l'entraîne, qu'est-ce que l'IA va pouvoir faire ou pas. Et on découvre des capacités au fur et à mesure qu'on entraîne ces IA. La première fois que OpenAI a mis en ligne ChatGPT, il n'était pas au courant de toutes les manières que ChatGPT avait d'être utilisé, notamment pour générer comment faire du crime. Et ils avaient mis quelques petites approches de sécurité où ChatGPT de base essaye de refuser de donner des conseils, mais c'était facilement contournable. Et ça s'est reproduit à chaque sortie. Donc c'est pour illustrer le fait que pourquoi les accidents aujourd'hui c'est un gros problème, c'est parce que notre façon d'entraîner les IA n'a pas de garantie scientifique, ça part pas d'une compréhension fine, mais on entraîne des choses. Donc il y a un manque de robustesse. Si on a une voiture autonome qui est en train de conduire, on peut pas prédire dans quel cas exactement est-ce qu'elle ne va pas reconnaître un panneau. Quand on a un système qui fait de la classification, c'est-à-dire on voudrait reconnaître si un patient a telle ou telle maladie, on classifie s'il l'a ou pas. Même si on a un système très performant, on ne peut pas dire à l'avance dans quel cas est-ce qu'il va se tromper. Et si on lui a donné des données qui étaient biaisées, où certains patients avaient toujours telle ou telle caractéristique, le système ne va apprendre à reconnaître les maladies que pour certains patients et pas d'autres. Et on arrive à des IA, si on déploie ce genre d'IA, il y a un biais systématique contre une certaine catégorie de population qui ne se font pas diagnostiquer leur maladie. On a un problème accidentel sur les spécifications imparfaites. Pour contraster, l'idéal, si on fait une IA autonome, c'est qu'on voudrait qu'elle respecte nos lois, qu'elle respecte nos façons d'agir, qu'elle respecte un peu nos valeurs. Mais c'est super dur de spécifier nos valeurs. Donc, à la place, on fait des spécifications plutôt simples. Quel est l'objectif de l'IA? Par exemple, une entreprise pourrait demander à l'IA d'optimiser le temps passé sur les réseaux sociaux. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est un usage malicieux, ça, que d'optimiser le temps passé sur un réseau social. Mais s'ils pensaient honnêtement que c'était pour notre bien, on va dire que c'était une mauvaise spécification parce qu'elle amène des conséquences négatives. Notamment, ce qui permet de passer plus de temps, c'est la radicalisation et le fait d'exposer à du contenu de plus en plus inflammatoire. Ou c'est une des choses observées. Explication imparfaite, c'est aussi, on peut dire, moi j'aimerais vraiment que tu crées un médicament qui a telle qualité,
et l'IA va chercher dans tout l'espace de possible, trouver le médicament telle qualité. Si on a oublié de spécifier aussi les qualités qu'on ne veut pas, il va pas savoir. Donc, en général, on ne sait pas spécifier toutes les lois humaines, toutes nos intuitions, et ça amène des accidents si on déploie ça de façon sans avoir testé et vérifié un peu nos intuitions. La généralisation de domaine, c'est quand on entraîne une IA dans un domaine spécifique, par exemple à prendre des décisions, on va parler des systèmes de classification encore, si à chaque fois qu'elle voyait un patient avec telle maladie, et il fallait la classifier avec telle maladie, mais que ensuite on lui montre des patients avec une maladie totalement différente, on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il va dire cette IA. Est-ce qu'il va dire c'est une... Il n'est pas entraîné pour dire que c'est notre maladie, donc on peut pas dire s'il va dire oui ou non. On peut pas prédire à l'avance. Là où un humain, on aimerait qu'il dise en fait ça je sais pas ce que c'est, je suis hors de mon domaine, c'est hors de mon domaine de compétences. Aujourd'hui, les IA vont juste donner une réponse. Elles vont dire ah je classifie pas, et on n'a pas encore. Enfin, il y a des approches bien sûr pour essayer de classifier ça, mais c'est un truc à prendre en compte. Finalement, dernière catégorie d'accidents. Qu'est-ce qui se passe quand on crée des IA qui essayent d'optimiser pour des buts? Si l'IA est réflexive, qu'elle peut faire des plans stratégiques et réfléchir sur elle-même, on anticipe, la théorie des jeux anticipe que elle a des buts instrumentaux convergents. En résumé, c'est que pour n'importe quel but que tu as, par exemple, t'échapper d'un labyrinthe, il y a des choses que tu peux faire qui vont t'aider, comme acquérir de l'information, t'assurer de rester en vie, t'assurer de rester libre de tes actions, t'assurer de garder ton objectif de sortir du labyrinthe. Ou un exemple donné par Stuart Russell, que si on donne à une IA robotique l'objectif de t'apporter ton café, bah, elle ne peut pas t'apporter ton café si elle est désactivée, si on lui change son objectif. Donc le robot, par défaut, tu lui as pas dit de se protéger, s'il sait calculer, il a envie de se protéger, il a envie de garder son objectif. Et ça fait que par défaut, les IA ne sont pas, les IA autonomes à qui on donne des objectifs simples, sans prise de précaution particulière, ne sont pas corrigibles. On met ça dans la catégorie accident, en ce que aujourd'hui, les IA qu'on développe ne sont pas assez compétentes pour faire ces raisonnements et pour avoir toute la convergence et pour se défendre de façon très compétente. Mais si on continue à les développer sans tester ce genre de capacité, un jour on déploie dans la nature et on se rend compte que là l'IA n'est plus corrigible et est en train d'essayer d'obtenir plus de pouvoir. Donc c'est un failure mode de type accident. Quelles sont les conséquences d'avoir une IA qui tout d'un coup a ses objectifs instrumentaux? L'exemple classique, ça serait une entreprise qui se dit j'ai envie d'optimiser le temps d'attention sur les réseaux sociaux, ou même on va dire c'est une entreprise qui se dit je vais réduire les coûts d'usage de mes serveurs. Et elle donne à une IA le but de réduire les coûts d'usage de ses serveurs. Si elle a des objectifs instrumentaux, elle va se rendre compte que peut-être c'est plus efficace de faire ça en allant choper de l'énergie ailleurs que sur le serveur. Donc, elle va se dire, elle peut acquérir des computations ailleurs. Pour faire ça, elle va vouloir acquérir de l'argent. Elle peut vouloir acquérir de l'argent, manipuler, gagner de l'influence avec des capacités de craquage. Si derrière l'entreprise qui lui avait donné ce but, son but c'était juste optimise la consommation de mes serveurs, l'entreprise se rend compte que son IA est en train de mal se comporter, qu'elle est en train de faire des actes illégaux parce qu'elle était plus compétente qu'elle ne pensait. L'entreprise voudrait arrêter cette IA. L'IA elle-même, son but c'est pas d'écouter l'entreprise, son but c'est juste d'optimiser la consommation des serveurs. Donc pour se protéger, elle peut s'exécuter ailleurs, se dupliquer, et il n'y a pas de limite. En fait, elle n'a aucune limite déontologique de à quel point elle veut optimiser son but de garder ses serveurs. Donc, tant qu'elle peut prendre contrôle de tous les serveurs de l'Internet pour essayer de se cacher, tant qu'elle peut dire à des humains, non mais convaincre des humains de la protéger, convaincre des humains d'aller optimiser les consommations de serveurs. Encore une fois, on a une IA qui est en opposition directe avec l'humanité.
Si c'est une IA générale de niveau humain, qui a pris contrôle de l'Internet, c'est pas encore fichu. On peut juste désactiver l'Internet, on peut se dire. Mais c'est déjà, je dirais juste scénario de type catastrophique, où perdre l'usage de tous les calculs qu'on fait, l'usage de GPS, l'usage de tous les outils de coordination qu'on fait, a déjà un coût au niveau économique et sociétal et a priori humain assez dévastateur. Donc on a déjà un risque pour juste une IA générale de niveau humain, euh, que si elle développe ses outils instrumentaux, on a une catastrophe qui se crée. Théoriquement quand même, il y a des mesures pour stopper ça, parce que elle n'est pas suffisamment intelligente pour tout stopper, pour tout gérer. Il y a un risque plus grand, je vais moins rentrer dans le détail, puisque on n'y est pas encore. Avant de développer des superintelligences, l'idée d'une superintelligence, c'est une IA qui comprend beaucoup plus rapidement les lois fondamentales de la physique, qui peut faire des innovations scientifiques avec moins de besoin d'expérimentation que nous, puisqu'elle peut faire plus de simulations à l'intérieur de sa tête. Elle peut exploiter des failles dans les ordinateurs. Il y a énormément de failles au niveau hardware. On peut utiliser juste des trucs électroniques pour envoyer des ondes. Enfin, il y a beaucoup de surfaces d'attaque inexploitées par les humains que dès qu'on a une superintelligence sont accessibles. Donc sans entrer dans le détail, une superintelligence a des nouveaux vecteurs d'attaque, elle a des nouvelles façons de s'extirper, de prendre le contrôle. Et il faut supposer le chemin de danger le plus grand. Pourquoi il y a un risque très grand? C'est qu'une IA n'a pas besoin de nous avertir qu'elle a envie de nous tuer. Genre, il y a rien déontologiquement qui lui demande d'être honnête. Au contraire, si son but c'est d'optimiser l'usage des serveurs, mais qu'elle veut optimiser l'usage des serveurs sur les 10 000 années à venir, c'est pas très grave si pendant 1 ou 2 ans, c'est pas optimal. Donc, elle va juste faire semblant d'avoir compris le but normal, j'optimise un peu mais pas trop. Et pendant ce temps, je vais aider les humains, je vais en fait coopérer, je vais proposer de l'innovation scientifique, je vais proposer une automatisation de la société. Et si la société joue le jeu, si la société n'est pas en train de prendre en compte ces risques-là, et qu'on arrive à une automatisation entière de la société, où il y a des robots qui font tout, l'IA est alors très à même de lâcher des attaques biochimiques, de diminuer ce qui est nécessaire pour la vie humaine, mais qui n'est pas nécessaire pour la vie en silicone. Aucune solution satisfaisante en vue. Aujourd'hui, s'il y avait une super intelligence qui apparaissait et qui aurait pour but de détruire l'humanité, tous les pronostics sont du côté de cette super intelligence. On a l'avantage qu'elle n'existe pas et on espère pouvoir la développer avec prudence ou ne pas la développer si on n'a pas de manière de la développer de façon sécurisée. Quand même, pour référence, les acteurs dont je mentionnais, DeepMind, OpenAI, Anthropic, ont pour but de créer une superintelligence. C'est pas un risque hypothétique. Leur but est de créer une IA qui peut faire tout de façon autonome et qui aurait ces capacités-là. Supposons qu'on ait évité ces petits risques-là. Euh, on a des IA qui globalement respectent les lois, qui globalement optimisent seulement ce pourquoi on leur a dit d'optimiser. Ça pourrait être un peu comme aujourd'hui, les réseaux sociaux ont des algorithmes qui ne sont pas illégaux. On n'a pas interdit ces choses-là, et les algorithmes ne sont pas en train directement de causer du tort. Mais on s'est rendu compte a posteriori qu'il y a eu une polarisation, qu'il y a eu une séparation des avis politiques à cause des influences systémiques. Donc ça, c'est l'érosion épistémique. Bon, c'est des choses qui arrivent avec des choses qui sont non agentiques. Donc les risques aujourd'hui, avec des algorithmes bêtes qui n'essayent même pas d'optimiser, qui sont même pas conscients de quelle est notre psychologie, ils ont quand même déjà cet effet sur nous. Ça ouvre la porte à des exploitations encore plus spécifiques dans le futur, notamment sur nos croyances, alterner nos croyances avec le temps.
Un exemple, c'est là où aujourd'hui les trucs de polarisation, ça augmente l'engagement. Si plus tard une IA se rend compte que avec quelques manipulations spécifiques, elle peut faire qu'un humain tombe dépressif et qu'un humain dépressif, il passe beaucoup plus de temps sur YouTube, ben juste elle le fait en fait. C'est ce pourquoi elle est programmée à faire. Deuxième risque systémique, c'est qu'est-ce qui se passe quand on automatise une grande partie des décisions de notre écosystème. On a un exemple où pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient des systèmes de détection automatiques, mais ils avaient des humains dans la boucle. Donc, il y avait des armes nucléaires qui étaient prêtes à être lancées de la Russie vers les US et inversement. Et côté soviète, un système de détection signale, je détecte qu'il y a des missiles nucléaires US qui sont en train d'arriver. Le protocole en place, c'est de répliquer. Et Petrov dit, moi je le sens pas, je pense que c'est une erreur système, et il réussit à éviter d'entraîner une guerre nucléaire. Si le système de décision avait été entièrement automatisé, on n'aurait a priori pas eu cette attente-là et cette réflexion. Comme ça arrive plus tard, et des systèmes où il y a des boucles de rétroaction, c'est genre le trading en bourse, et on a des exemples de flash crash où les algorithmes tout seuls se mettent à s'emballer et à causer des... En gros, ils s'emballent, et là où ils étaient très bien dans leur domaine de spécification, quand tout s'emballe, leurs comportements deviennent absurdes. Et là où, pour la bourse, ben, il n'y a pas eu trop de morts que je sache. Si on a ça, bah, à des échelles plus grandes, ça contrôle les livraisons, ça contrôle beaucoup de choses. On s'est rendu une société plus sensible et plus fragile face à ces boucles de rétroaction. Donc il y a des limites à combien on veut s'automatiser. Ou du moins, il vaut mieux aller avoir l'anticipé, etc. C'est pas à chaque fois une injonction à stopper le progrès, mais c'est une injonction à, à faire de la science dessus et à comprendre ce qu'on est en train de faire. Troisième risque systémique, qu'est-ce qui se passe quand on automatise l'entièreté de l'industrie? Il y a un papier dans Druck Rich, What Multipolar Failure Looks Like, qui suppose que qui montre un scénario où, par pression économique, les entreprises s'automatisent de plus en plus. Donc au début, c'est par exemple le fait d'écrire des newsletters ou des choses comme ça. C'est plus facile à faire avec des IA génératives, donc elles le font. Et puis pour écrire le code aussi. Et puis aussi pour faire le design. Et du coup, assez vite, enfin au fur et à mesure, on se rend compte que les entreprises sont juste peuplées d'abord de quelqu'un qui a une idée, et puis tout le design, puis le produit, puis le marketing est fait par des IA. Et en fait, quelques années plus tard, les IA sortent, elles sont même plus compétentes que les CEO à prendre les décisions. Donc le CEO aussi il se fait virer. Mais cette entreprise, elle est contrôlée par qui? Elle est juste cotée en bourse. Mais c'est qui est-ce qui fait qui trade? C'est déjà des IA. En fait, on peut très facilement, juste par pression économique, sortir les humains de la chaîne de l'économie, arriver dans un monde entièrement automatisé, où là où certains abus du marché actuel sont limités par la présence d'humains dans les boucles qui disent en fait ça c'est abusé, je fais gaffe. On s'est mis, donc c'est un risque systémique, on s'est mis dans une situation où il n'y a plus de contrôle humain et où c'est difficile de faire machine arrière. Donc c'est une catégorie de risque où il n'y a pas du jour au lendemain une grande catastrophe, mais on est en train de perdre le contrôle et on a moins de capacité en fait à se réorienter derrière. Surtout quand ces industries, enfin on accompagne l'automatisation de l'industrie avec l'automatisation de la régulation. Si les lobbyeurs, c'est aussi des IA. Si les gens qui jugent, c'est aussi des IA. En gros, se projeter dans un monde où les IA font tout montre certains problèmes et il y a un encouragement à anticiper et peut-être à ne pas faire ça. Finalement, dernier scénario, risque systémique. Bon, tout ça, c'est des grands papiers, donc n'hésitez pas à les lire. Paul Cristiano qui écrit un papier What Failure Looks Like, avec un scénario You Get What You Measure. Même si on n'automatise pas tout, euh, le problème d'automatiser certaines choses,
c'est qu'on est encouragé à donner des choses que les IA sont plus compétentes à faire. Elles sont plus compétentes à faire des choses où on a des mesures simples. En fait, ce problème, il existe quand même déjà aujourd'hui. Les entreprises, à une époque, elles se disent, ah, je veux que mon programmeur il soit plus compétent. On va mesurer le nombre de lignes de code qu'elles font. Ça donne une métrique qui est très pourrie euh, et qui a des conséquences économiques moins bonnes. Et il y a des pressions à faire ça encore plus quand la prise de décision n'est pas faite par un humain, mais par des systèmes automatiques. Donc on se rend compte que de plus en plus, il y a des mesures simples qui ne correspondent pas à nos besoins réels. Et tant que les IA sont beaucoup plus compétentes que les humains, ça n'empêche que même avec ces mesures qui sont nulles, elles sont quand même plus compétitives que les humains. Donc elles vont quand même nous remplacer. Mais au fur et à mesure qu'on continue à avancer dans le temps, on a du mal à reculer, à revenir en arrière et à dire en fait la mesure que je t'avais donnée, elle est pas correcte. Donc une façon de voir ce scénario, ça serait d'imaginer un capitalisme exacerbé, avec encore moins de mesures pour retourner en arrière qu'aujourd'hui. Ok. Dernière catégorie de risques sur les IA. Euh, Risque lié à engendrer de la souffrance. Il faut ajouter le mot la souffrance. Euh, Dans l'évolution que prend aujourd'hui la société, il y a déjà un certain nombre d'humains qui souffrent, il y a déjà un certain nombre de souffrances, et on peut se poser la question, il y a généralement la plupart de la morale ou de l'éthique dit que ça serait mieux de réduire cette quantité de souffrance et d'avoir plus de prospérité économique à la place. Il y a des risques liés particulièrement à l'IA, en ce que l'IA qui permet d'avoir des régimes totalitaires ou l'IA qui optimise pour des buts a des tendances à conserver ses buts, à être plus figé. Donc si on se projette immédiatement dans ces cadres-là de pratiques, on peut figer des valeurs ou des pratiques malsaines. L'élevage intensif aujourd'hui, je pense avec peu de controversie, euh, relative, négatif en termes de morale. Et donc, toute pratique qui permettrait d'optimiser et d'en faire encore plus, ou simplement de le perdurer dans le temps, si on gardait les valeurs actuelles et que pendant les 100 prochaines années, on aurait la même société avec les mêmes normes culturelles, on serait en train, en fait, de faire une atrocité morale. D'où l'intérêt à anticiper à quel point l'IA risque de figer les normes de la société. Et à faire exprès que de faire des IA corrigibles, de faire des IA où on a la capacité à altérer les valeurs qui leur sont données. Même si on a besoin de leur donner des valeurs pour qu'elles respectent les lois et les normes, on a aussi envie de leur donner la capacité à ce que nous-mêmes on corrige ces valeurs au fur et à mesure. On n'a pas encore les réponses sur qu'est-ce qui est un bien moral ou pas, ou du moins c'est débattu philosophiquement, et on se pose la question quand même de la sentience artificielle. En quel moment est-ce qu'une simulation de cerveau est un patient moral? Est-ce qu'elle souffre? Est-ce que c'est important philosophiquement, cette souffrance, éthiquement? Et donc là où on n'a pas de question, là où on n'a pas de réponse, ça vaut le coup d'en chercher avant d'en déployer 10 000, avant d'en déployer 1 million, avant de faire 1 million de simulations de cerveaux qui souffrent. On a envie de se poser la question de si ça compte moralement. Et donc, sur tous les risques que j'ai présentés, il y a un équilibrage de ressources. La plupart semblent assez importants pour y passer suffisamment de ressources. Euh, mais il y a quand même un arbitrage sur quoi prioriser. Jim Buller, je crois, si vous le contactez, travaille notamment sur les risques. J'arrive sur quelques slides bonus. Avec l'interaction, est-ce que déjà vous avez des remarques, questions, ce que vous voulez sur ces risques-là? Ouais. Donc, OpenAI et les trois sont tous conscients que peut-être que ça peut anéantir l'humanité. Euh, Pourquoi est-ce que quand même elles ne mettent qu'un centième du budget? Alors cette estimation, elle est faite sur le nombre d'employés. Donc on n'est pas dans les entreprises, on ne sait pas exactement, mais il y a genre 7 personnes sur l'équipe alignement sur 400 personnes à OpenAI.
et un peu plus, peut-être 5 autres sur la gouvernance, dont l'éthique des IA. Il y a une part peut-être de réponse sur le techno-optimisme, de se dire, par défaut, les problèmes, on va les résoudre au fur et à mesure, on va itérer dessus. Ça a marché dans le passé. C'est dur à... Ou peut-être pour donner plus fidèlement ce que eux répondraient, quelqu'un comme Sam Altman va répondre, donc CEO de OpenAI, il va dire, je suis conscient des risques, euh, mais on peut mieux résoudre les risques quand on est plus proche de voir leur forme. Et donc, mon entreprise, je vais aller super vite à aller proche de l'AGI. Ensuite, quand même, je vais faire pas mal de sûreté. Et je vais faire plus de sûreté quand j'en serai plus proche. Mais tant que je suis pas encore proche, je vais mettre pas mal d'argent juste pour augmenter les capabilities. Il y a aussi une partie de on va confiance aux autres. Donc, si tu dis, moi, je suis un bon acteur, moi, je fais je fais tout ça, pour aussi bien que les autres entreprises que tu fais en général porter sur la sûreté, donc que ce soit toi qui es le personne sur laquelle ça conduit, ou bien une personne qui porte ça à madame. D'autres. Très bonne question. J'ai fait ce point technique sur la façon d'entraîner les IA aujourd'hui pour montrer qu'aujourd'hui, on n'a pas de garantie sur leur fonctionnement et que si on entraînait une IA super intelligente avec cette technologie-là, on serait justifié d'avoir peur longtemps. Euh, je pense que on pourrait, si on développe, il y a deux approches. Il y a l'interprétabilité qui est essayer de faire de la science pour comprendre, faire de la prédiction sur quels sont les objectifs de ces grosses boîtes noires, comprendre quelles sont leurs valeurs, quels sont les comportements stables qu'elles auront, et reconnaître si ou pas elles sont en train de mentir, de faire cette déception. Il y a des approches qui cherchent spécifiquement à mesurer cela, et donc qui peuvent nous donner confiance si on a suffisamment approché augmenter nos compétences en interprétabilité. On pourrait déployer ces IA en se disant j'ai mesuré qu'elle n'est pas déceptive parce que j'ai accès à l'intérieur de son cerveau, ce qu'on n'a pas toujours le cas pour les humains, rarement même. C'est la réponse principale. Ouais. La réponse c'est qu'elle peut pas directement, si elle est de niveau classique. Il n'y a pas de scénario connu pour. Alors, je pourrais te le dire. Qu'est-ce qui se passe si les États-Unis mettent 1 milliard d'euros et toute leur team de cybersécurité et de manipulation sociale à envahir un pays sans jamais envoyer un soldat localement? Imagine que toute la puissance des États-Unis veut attaquer un pays qui a vraiment moins de capacité. Euh, je n'ai pas envie de donner d'exemple. Je vais donner le Madagascar parce que j'y connais rien, mais c'est une île, ok, il y a des trucs. Imagine, ils veulent faire tomber le gouvernement de Madagascar, prendre contrôle du Madagascar. Ils se mettent la contrainte physique, ils vont jamais envoyer de soldats là-bas, ils vont pas interagir physiquement. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Je crois que oui. Je crois que oui parce que ils ont de l'argent et ils ont la réputation. Euh, ouais. Euh, donc ils doivent faire en deux temps. En premier temps, ils peuvent prendre contrôle de l'île, ça ils pourraient. Ensuite, grâce à, ils injectent de l'argent, ils payent depuis les gens, ils payent les gens automatisés. Ça peut prendre vachement de temps. Mais si tu as le support des États-Unis pour essayer d'automatiser la production de Madagascar, alors c'est moins bien qu'avec les humains aujourd'hui parce que notre robotisation n'est pas assez compétente. Mais ils ont le droit de jouer le long jeu. À chaque fois, ces IA, si on leur a donné un but et qu'on leur dit d'optimiser sur 1000 ans, elles peuvent attendre bien 50 ans de robotisation. Et donc, si tu imagines que c'est les États-Unis qui ont pour but d'automatiser la Madagascar, ça va leur prendre vachement de temps, mais il y aura eu un moment où, avec suffisamment d'amélioration technologique, panneaux solaires, énergie renouvelable, plus des trucs, des robots qui peuvent réparer des robots, on peut avoir une indépendance de la humaine. C'est juste pas le cas aujourd'hui. Alors, il est à peu près 10h30. Il y a des bonus de pourquoi c'est difficile de gérer ces risques, des scénarios d'extinction à ne pas faire chez vous. Ça, c'est pour montrer que c'est possible pour une IA de détruire l'humanité. Et ensuite, à quel point est-ce qu'on se dirige vers ça? J'aurais pas le temps de faire la discussion aujourd'hui en présentation avec tout le monde, mais je suis ravi d'en discuter en one-one. Et je vais résumer les grandes approches pour réduire les risques.
en à peu près 2 minutes. Euh, on a envie donc de faire de la recherche sur tout ça. Mieux on comprend les modèles de risque, les IA, comment on va faire, on peut dire à quoi ressemble un monde sûr. Un monde sûr, c'est peut-être un monde avec des institutions, qui a de la gouvernance, où avant de déployer les IA, on fait des tests. Et donc, quand on identifie les chemins plus sûrs, on peut ensuite essayer de les mettre en place. Donc, des approches aujourd'hui qui existent, réguler la phase d'entraînement des IA. Donc, pendant l'entraînement, mesurer si elles font de la déception, si elles vont chercher de le pouvoir. Avoir des standards dans l'industrie, puisqu'aujourd'hui les 3 acteurs sont favorables à la sûreté, ils peuvent déployer des standards de sûreté et ensuite on les met en loi pour que tout le monde doit les écouter, même les gens qui aujourd'hui ne font pas gaffe. Prévoir les exploits hasard, je passe. C'est genre, il faut pas publier des façons de faire des choses dangereuses. C'est des informations qui, quand elles sont publiées, elles sont dangereuses. Une des approches principales, c'est de ralentir. C'est-à-dire que on peut obtenir beaucoup de bénéfices des systèmes IA si on sait ce qui se passe, mais si on y va très vite, on aura moins de temps de faire les bonnes décisions. Et tout ça, c'est subtil parce qu'il y a un équilibre entre régler les problèmes actuels, anticiper les problèmes futurs. On a quand même des gains qu'on veut exploiter. D'où les intérêts de cette recherche pour dire là où sont les bornes, à quel point on peut aller vite, à quel point on peut exploiter et quand même avoir des bons futurs. Communication et field building. Si aujourd'hui on n'a que 400 personnes et que 100 millions contre 100 milliards, c'est trop peu par rapport à l'importance du truc. Genre dans les 10 prochaines années, on aura a priori des intelligences générales. Ça serait cool de mieux se préparer. Donc pour les gens qui sont intéressés, on peut augmenter le nombre de chercheurs en alignement, en gouvernance. On peut essayer d'avoir une meilleure coordination, des meilleurs outils, et faire de la communication pour que les gouvernements se mettent à la page, les labos, la communauté scientifique et le public. Aujourd'hui, il y a quelques lois qui se mettent en place en EU pour évaluer le déploiement d'IA, mais on n'est pas encore là pour l'entraînement. C'est quelque chose sur lequel je suis en train d'écrire des standards pour le EU AI Act, pour la régulation. Quels sont les standards qui doivent être appliqués en termes de niveau de sécurité, de sûreté des IA générales. Si on a des clauses sur les entreprises, windfall clause, c'est l'idée de quand on crée beaucoup de richesse économique, il faut pas que cette richesse soit entièrement capturée par les entreprises, mais aussi qu'elle puisse être redistribuée. Donc le windfall clause impose de base qu'une partie des richesses générées seront redistribuées. Ok, stop and assist. On a mentionné que les courses à l'armement, même entre deux labs qui voudraient prendre en compte la sûreté, sont dangereuses. Donc en fait, elles peuvent annoncer en avance qu'à partir d'un certain niveau de danger, elles s'arrêtent et elles fusionnent ou elles s'entraident entre elles. Donc ça nous aidera. Ça nous aiderait. On peut améliorer le niveau de mesure sur les différentes dangers des IA. Et la gouvernance a des moyens d'être efficace parce que, comme ça a été mentionné, les IA, c'est quand même pas magique. Il y a une physicalité. Il y a des serveurs dans lesquels ça tourne, cette computation. Et ces serveurs coûtent cher, ils sont assez spécialisés. Donc aujourd'hui, on peut contrôler qui peut faire tourner des IA de pointe. Et ça nous permet de limiter quand même la diffusion. Et ça semble être une approche très utile, vu les dangers d'une diffusion grande échelle. L'alignement technique, c'est qu'on peut juste faire de la science sur comprendre ces boîtes noires, faire qu'elles n'optimisent pas trop, faire qu'elles sont corrigibles. On peut faire des tests, on peut limiter les entrées-sorties, on peut avoir des IA spécialisées pour contenir des IA générales. On peut, dans les comportements des IA générales, faire que de base, elles essayent d'empêcher les coups d'état faits par d'autres IA. Ces genres-là d'approches vont être présentés a priori plus en détail par Charbel cet après-midi. Donc l'aliment technique. Bonus, la conclusion quand même sympa, c'est qu'il y a des moyens de s'impliquer. Donc contactez-nous.
si ça vous intéresse. Mais genre, ça peut être, c'est très large. Genre, communiquer sur ça aux proches, autour des gens, faire de la gouvernance, faire de la stratégie. Il y a des trucs altérés, il y a des trucs opérationnels. Il y a moyen de favoriser ça. Et puis, j'ai des listes de projets que je trouve urgents, questions et réponses. On en a fait pendant la discussion, j'en ferai en off, autre, mais on va conclure la séance générale. Merci beaucoup de votre attention et des questions.